Toujours un plaisir d'être ici parmi vous. Parler de quelque chose que, comme on vient de l'entendre, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que c'est un facteur de risque émergent qui est vraiment important. Puis en plus, avec peut-être des nouvelles molécules pour cibler la LP-A dans les prochaines années. Donc, quelque chose de très excitant qui s'en vient. Ici, c'est les conflits d'intérêts potentiels. Donc, très rapidement, le but vraiment de la présentation aujourd'hui, c'est de vous parler un peu, c'est quoi cette particule-là, la LPA? Pourquoi est-ce que la LPA est importante pour les cardiologues, les médecins, les internistes ou tous ceux qui sont intéressés dans la maladie vasculaire? Comment, et aussi finalement, comment gérer un patient avec LPA élevé? OK? Donc, ça, c'est vraiment de plus en plus important parce que, comme vous le savez, vous venez d'entendre Jean qui vous a expliqué que dans les dernières lignes directrices, maintenant, c'est une recommandation de dépister la LPA. Donc là, il va y avoir beaucoup de patients qui vont trouver qu'ils ont une LPA élevée. Ils vont venir vous voir, vous demander qu'est-ce qu'on devrait faire. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'évidence forte pour la gestion de ces patients-là, mais on va essayer de vous expliquer un peu la démarche qu'on prend chez nous dans notre clinique. Donc, c'est quoi la LP-PA? Donc, c'est vraiment une particule qui est très, très similaire à la LDL. OK? Donc, c'est vraiment comme on appelle en anglais le evil cousin du LDL. OK? Donc, c'est une particule LDL. Elle a sa protéine ApoB. OK? On a du cholestérol et même des triglycérides dans la particule. Et ce qui la rend différente, c'est vraiment cette cure que vous voyez ici, c'est la protéine apolipoprotéina qui est vraiment liée à l'ApoB et qui leur donne à cette particule-là des propriétés différentes que la LDL. Le plus important chose à savoir, c'est que cette particule est presque à 100% génétique. OK? C'est-à-dire que il y a des variantes, il y a des changements à l'ADN qui vont déterminer la quantité plasmatique de LPA. Et c'est vraiment le facteur primaire qui détermine le niveau. Et donc, ça veut dire que la plupart de nos traitements vont pas avoir un effet sur la LP-A. Autre que la génétique, comme je dis, c'est 90 à 100% relié à la génétique. Il y a quelques facteurs qu'on devrait connaître qui pourraient moduler un peu les taux de lipoprotéine A. Et ils sont ici dans le tableau ici en jaune. Donc, la maladie rénale, donc avec une diminution de clairance de créatinine, on va avoir une augmentation des LPA. La maladie hépatique, donc, comme je dis, c'est une lipoprotéine qui est sécrétée par le foie et donc les maladies hépatiques vont diminuer la sécrétion de cette particule-là. Hypothyroïdie, ça c'est très important du côté clinique. Chez tous les patients qui ont des LPA élevés, il faut vérifier la TSH, s'assurer qu'on n'a pas un patient qui pourrait avoir une hypothyroïdie. Chez les femmes, dans la transition de la ménopause, avec la diminution de l'estrogène, on va voir une augmentation légère à modérée des niveaux de LPA. Donc, ça peut aller de 10 à 20 Donc, ça ne va pas rendre quelqu'un qui est normal à anormal, mais dans le niveau gris, ça pourrait les amener dans un niveau qui est plus important. Et encore une fois, ce qui est important à connaître, c'est que les habitudes de vie, la diète et la plupart des médicaments hypolipémiants vont avoir aucun effet sur le niveau de LPA. Donc, pourquoi est-ce que la LPA est peut-être même plus hétérogène? Et je vais vous donner quelques données qui indiquent que c'est possible, plus hétérogène que les autres particules ApoB. Donc, il y a plusieurs raisons. J'en viens de parler un peu de l'inflammation et en fait, la LPA est un facteur très inflammatoire. Une des composantes dans cette particule-là, c'est les phospholipides oxydés. Et ces phospholipides, ils génèrent beaucoup d'inflammation quand ils rentrent à la paroi vasculaire. Ils sont comme les LDL ou hétérogènes, donc ils vont rentrer dans la paroi, commencer le processus d'athérosclérose. Et en plus, on pense qu'ils sont aussi pro-thrombotiques. Et les données ici sont, disons, un peu moins fiables, mais
on a des données, même dans des grosses études, des grosses études randomisées, où les patients qui ont reçu l'aspirine ont bénéficié plus s'il y avait une LPA élevée que les patients qui avaient des LPA bas. Et donc, ça encore, ça nous indique que peut-être la raison pour ce plus grand bénéfice, c'est à cause qu'on bloque le côté thrombotique de la LPA. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour les cliniciens? Donc, premièrement, un niveau de plasmatique de LPA élevé est très répandu. OK? C'est en fait la disabilité génétique la plus courante au monde. On va trouver à peu près 20 de la population qui ont un niveau où on considère que le risque augmente de façon clinique. Et ça veut dire que ça fait beaucoup de patients. OK? Juste au Canada, on parle de 6 à 8 millions d'individus qui vont avoir un LPA élevé. Donc, c'est beaucoup de monde. Et la plupart de ces personnes-là ne connaissent pas leur LPA parce que ça n'a jamais été dépisté. Et donc, avec les nouvelles lignes directrices, on va trouver beaucoup de patients qui ont cette élévation de LPA. La raison que je vous en parle, c'est parce que, comme vous le savez peut-être, c'est que la LPA a été associée à plusieurs différentes maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus du myocarde, particulièrement l'infarctus précoce, l'ACV, on l'a dit, la sténose aortique en plus et la mortalité. En effet, quand on regarde la longévité et on fait des études génétiques sur la longévité, on voit qu'un facteur qui fait qu'on va vivre plus longtemps, c'est l'absence de la LPA. OK? Donc, en fait, la LPA fait beaucoup d'événements mortels qui diminuent la longévité. Pour le seuil, il faut savoir que le risque cardiovasculaire commence à augmenter aux alentours de 30 mg par décilitre ou 60 à 100 nanomoles par litre. OK, ça, c'est le chiffre où on a une augmentation légère du risque. Mais ça devient vraiment clinique, important du côté clinique quand on franchit le 50 mg par décilitre ou 100 nanomoles par litre. Donc, s'il y a un chiffre à retenir aujourd'hui, c'est le 50 mg par décilitre ou 100 nanomoles par litre, où le risque va vraiment devenir important. Et c'est vraiment ça le niveau où j'ai dit qu'il y a 20 de la population qui vont avoir un niveau au-dessus de 50 mg par décilitre ou 100 nanomoles par litre. Encore une fois, juste pour clarifier, il y a deux façons de mesurer la LPA. C'est pourquoi je vous donne deux différents chiffres dans le seuil. Il y a la masse molaire, il y a le quantité molaire et la masse. Et donc, il faut savoir les deux. On espère un jour que tout le monde va aller du côté molaire et là, on va voir le niveau en nanomol par litre dans tous les laboratoires. Mais présentement, au Québec, on n'est pas là encore et donc, chaque laboratoire fait un peu à sa façon. L'autre point qui est très important, c'est que comme dans l'hypercholestérolémie familiale, où on dit qu'un LDL plus haut que 5, ça portant un pronostic complètement différent, c'est très, très similaire à la LPA. Si on a des niveaux au-dessus de 180 mg par décilitre ou 360 nanomoles par litre, on parle vraiment de 1 de la population. Ces patients-là ont vraiment un risque qui est similaire à un patient d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Et donc, ces patients devraient être référés à un centre spécialisé de lipides pour une gestion complète. Ils ont beaucoup plus de maladies vasculaires, ils peuvent avoir des anévrismes à l'aorte, beaucoup plus de maladies généralisées et avec un pronostic qui est beaucoup plus dangereux qu'un patient avec des niveaux plus bas. L'autre chose qui est très importante à comprendre, c'est que c'est un facteur qui génère beaucoup de risques résiduels. Comme je vous ai expliqué, il ne change pas avec la plupart des traitements qu'on donne après un premier événement. Donc, après un premier ACV, après un premier infarctus, le LPA ne va pas changer. La statine ne va faire rien à la LPA. Et donc, ces patients vont rentrer à l'hôpital, ils vont se faire traiter, mais un de leurs facteurs de risque, sinon, la LPA, va demeurer toujours élevé. Et donc, ce n'est pas surprenant que ces patients-là vont avoir des événements récurrents dans les prochaines années. Et on voit ici que c'est en fait ça peut être un grand effet. Si la LPA est au-dessus de 100 mg par décilitre, ça double le risque d'avoir un événement récurrent. Donc,
nouvelles données nous disent que la LPA est probablement plus hétérogène que toutes les autres ApoB. Donc, ça fait comme au moins 40 ans que Dr. Slatterman nous dit que toutes les ApoB sont égales. Et il a comme 95%, il est 95% vrai. L'exception, c'est moi. C'est les LPA. Donc, ici, on regarde la première chose à comprendre, c'est des nouvelles données dans le JACC qui ont été publiées cette année. Et ce qui se démontre, c'est que premièrement, dans la plupart des patients, le nombre de LPA et le pourcentage de LPA dans tout le nombre de particules ApoB est petit. Donc, ça peut aller de 3 à 6%. Mais si on regarde par particule, on voit ici que les particules ApoB, où on a exclu les LPA, vont avoir une augmentation du risque de près 5 par particule. Mais si on regarde les LPA, on voit que c'est 24 par particule, c'est-à-dire 5 à 6 fois plus hétérogène qu'une particule d'ApoB. Et en fait, il y a même des nouvelles données d'autres études qui ont montré que ça peut aller jusqu'à 10 fois plus hétérogène qu'une particule typique de ApoB. Donc là, on peut voir que même s'ils ne sont pas fréquentes, ils sont très hétérogènes. Et si on y pense, après un infarctus, on va diminuer les ApoB, mais pas les LPA. Et là, ce qui reste chez beaucoup de nos patients qui ont des LPA élevés, c'est juste les LPA. Et ils génèrent 5 à 10 fois plus de risques. Donc, on peut voir comment ces particules-là peuvent causer beaucoup de risques résiduels et d'événements récurrents. Aussi, on voit très clairement que les LPA accélèrent les plaques coronaires. Et on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Et on le voit ici, ça c'est un CT angio. Et on voit la plaque ici en rouge. Et après, je pense que c'est après 1 an, ouais, 1 an, c'est ça. On voit qu'il y a beaucoup plus de plaques dans la même artère chez un patient qui a des LPA très élevés. Même chose avec ce patient ici. Encore une fois, une grosse progression de plaques après juste 1 an. Et on voit dans l'analyse multivariable que la plaque augmente beaucoup et c'est la plaque low attenuation plaque qui est celle qui est plus apte à causer des infarctus, des événements ischémiques. Donc, on a parlé un peu de sténose aortique. En 2013, on a fait le lien entre les LPA et la sténose aortique. Et en fait, nos collègues à Québec, avec le Dr. Pibaro, ont pris l'étude Astronomer que vous connaissez tous. C'est l'étude avec des patients qui avaient une sténose aortique légère à modérée et ont démontré que, en fait, les patients avec les LPA le plus élevé avaient la progression la plus grande quand on regarde le Vmax dans la sténose aortique. Et en plus, ces patients-là avaient aussi le plus d'événements cardiovasculaires et valvulaires s'ils étaient dans le niveau le plus haut de LPA. Donc, ça nous indique que l'LPA n'est pas non juste un marqueur qui prédit la présence de calcification et de sténose aortique, mais aussi qu'elle fait progresser la maladie même après que la sténose a été établie. Et en fait, il y avait une étude très intéressante qui a été faite. C'est une sous-étude de Fourier où on a regardé les inhibiteurs de PCSK9. Comme vous savez, les inhibiteurs de PCSK9, un des seuls médicaments qui vont diminuer les LPA de à peu près 20 à 30 Et on a regardé chez les patients qui, dans l'étude Fourier, qui ont eu les inhibiteurs de PCSK9, est-ce qu'ils ont eu moins de sténose aortique? Donc, comme vous vous souvenez, ce n'est pas une très longue étude et la sténose aortique, c'est quand même une maladie qui est très lente à progresser, mais on a vu quand même une diminution non significative de 35 dans la sténose aortique avec ceux qui ont eu l'évolocumab. Et en plus, ils sont allés un peu plus loin et puis ont dit, OK, mais peut-être il faut un peu plus de temps, peut-être dans cette première année, on n'a pas eu assez de chance pour limiter la maladie. Si on regarde de 1 an et la suite, on voit qu'en fait, ils ont trouvé qu'il y avait peut-être un effet jusqu'à 50 dans la diminution de la sténose aortique. Donc, encore une fois, ce n'était pas une étude qui était spécifiée pour la sténose aortique, c'était une sous-analyse. Donc, c'est quand même une hypothèse intéressante.
Et en fait, c'est une hypothèse qu'on va essayer de répondre dans cette nouvelle étude, Frontier Cavs, qui est une étude randomisée avec un nouveau médicament qui s'appelle le pelacarsen, que je vais vous en parler à la fin, qui est ciblé contre la LPA. On va randomiser des patients avec une sténose légère à modérée et voir l'efficacité de ce produit-là sur la sténose aortique. L'autre point important à savoir, et je pense que c'est très, très important pour ceux et celles qui sont dans la chambre aujourd'hui, c'est que sans avoir le dosage de LPA, on ne peut pas bien prédire le risque cardiovasculaire chez un patient. Oui, ici, on a déjà trouvé le risque avec une échelle. Ici, c'est, disons, l'échelle Framingham ou n'importe quoi. Vous voyez qu'à n'importe quel risque estimé, l'ajout de l'information de la LPA change beaucoup le risque d'un patient. Donc, même à un risque élevé, ce patient-là a un risque d'à peu près 5 Si la LPA est très élevée, ça peut augmenter son risque de 8 fois. Et même si on regarde de l'autre côté où un patient a un risque prédit qui est très bas, encore une fois, son risque peut augmenter en bas de 1 à presque 9 Donc, encore une fois, ça va multiplier le risque de 6, 7, 8 fois quand on connaît le niveau de LPA. Un point très important que je recommande à tous mes patients, et je dis à tous les praticiens qui voient les patients avec LPA, il faut dépister la famille. On le fait pour l'hypertonicité familiale, on devrait aussi le faire pour la LPA. La question qui revient souvent, c'est est-ce que ça vaut la peine? Combien de membres de famille est-ce que je vais trouver si je dépiste la famille? En fait, il y a des nouvelles données de l'année passée qui ont démontré que si on a un patient avec un LPA élevé dans sa famille, dans les membres de famille de premier degré, à peu près 50 des membres de famille vont avoir un LPA élevé. Ça veut dire que si on dépiste, 1 sur 2 vont revenir avec un LPA élevé. Et chez les membres de second degré, c'est 1 sur 3. Donc, vraiment, ça vaut la peine de vérifier dans la famille pour trouver des membres qui ont des LPA très élevés. Donc, ça, c'est pourquoi on a fait la recommandation en 2021 qu'on devrait faire un dosage. C'est un dosage unique, une fois dans la vie de tous les individus, préférablement avec le premier bilan lipidique pour essayer de dépister les patients qui ont des LPA très élevés. Et comme on le savait qu'on allait trouver beaucoup de patients avec des LPA élevés, on a fait une deuxième recommandation juste pour essayer d'aider qui disait que si on trouve un patient avec LPA élevé, il faut vraiment optimiser tous les facteurs de risque sur les habitudes de vie et sur tous les autres facteurs de risque en attendant pour un traitement ciblé sur la LPA. Et je veux juste dire qu'on a des bonnes données, en fait, de mon collègue à Québec, Benoît Arsenault, qui a démontré que chez les patients qui avaient un LPA élevé, mais qui avaient vraiment les meilleures habitudes de vie, il y avait vraiment un risque beaucoup diminué. Donc, souvent, les patients disent, mais là, j'ai un LPA élevé, on m'offre rien. Mais je leur dis, oui, mais vous êtes en contrôle. Si vous changez vos habitudes de vie, peut-être vous prenez aussi une statine ou un médicament pour votre pression, on peut gérer votre risque même si on ne peut pas encore changer le LPA. Donc, comment est-ce qu'on va gérer un patient? Donc, premièrement, je l'ai dit, habitude de vie, c'est absolument nécessaire de cesser le tabac, perte de poids chez ces patients-là. Dépistage familial. Donc, l'aspirine, pas de bonnes données. Je vous ai dit, il y a 2 études, des sous-analyses d'études randomisées avec l'aspirine qui ont démontré que l'aspirine, ces patients-là, l'aspirine a un plus gros bénéfice que la moyenne. Donc, pour moi, c'est un cas par cas. J'offre l'aspirine chez les patients avec des LPA très élevés, certainement si on sont au-dessus de 350 nanomoles par litre, où on parle d'hypercholestérolémie familiale équivalente. Dans ce cas-là, et s'ils ont un risque de saignement bas, donc pas d'ulcère, ils sont jeunes, chez ces patients-là, je vais offrir l'aspirine. On n'a pas encore d'études randomisées pour dire que les données sont très, très fiables pour l'aspirine. Nous, dans notre clinique, on pratique, quand on voit un patient comme ça, on diminue les ApoB à un niveau très bas chez tous les patients. Donc,
en prévention primaire, c'est un ApoB de 0,8. Et même chez certains patients, encore une fois, avec des LPA très élevés, on va cibler un ApoB en bas de 0,7. Donc, on est très agressif. Pour les patients en prévention secondaire, on va essayer d'utiliser, on devrait dire, des inhibiteurs de PCSK9 parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir l'approbation de la RAMQ pour cette indication. La pharèse peut se faire, mais c'est vraiment juste à Québec, dans la ville de Québec, où c'est disponible. Et c'est surtout chez les patients qui ont un risque vasculaire très élevé avec beaucoup d'événements récurrents où on peut considérer la pharèse. Nouveau agent anti-LPA, ça c'est qu'est-ce qu'on attend. Je vais vous en parler de quelques-uns, mais il y a plusieurs médicaments maintenant en développement qui sont ciblés contre la LPA. Ça, c'est un tableau qui est très intéressant que je montre toujours parce que je pense que ça démontre l'ampleur du problème avec les LPA. C'était un statement de l'IAS. Ils ont essayé de regarder c'est quoi l'équivalence d'un LPA comparé à un LDL. Et on dit que si on a un patient avec un LPA de 320, qu'on a dit qui est un niveau extrêmement élevé, juste pour compenser pour son niveau de LPA, il faut diminuer son LDL de à peu près de 1 à 2 millimoles par litre, juste pour compenser pour les LPA. Donc, il ne va pas avoir un bénéfice plus que ça. C'est juste la compensation. Comme s'il n'avait pas de LPA, ça prend 1 à 2 millimoles de diminution des LDL. Et si on prend un patient avec LPA élevé un peu plus moyen, on va voir que pour compenser pour cette élévation, il faut diminuer les LPA de 0,5 les LDL de 0,5 à 1 millimole par litre. Donc, la plupart des patients, la grande majorité des patients vont être sur une statine s'ils ont des LPA élevés. Comme j'ai dit, les inhibiteurs de PCSK9, c'est un des seuls médicaments qui est présentement disponible qui diminue les LPA. On peut voir ici que ça va diminuer d'à peu près 20 à 30 le niveau de LPA. Et ce qui est intéressant, particulièrement en prévention secondaire, c'est que, encore une fois, il y a la sous-analyse ici de Fourier, mais il y avait une analyse très similaire dans Odyssey, qui ont démontré que les patients qui avaient des LPA élevés ont bénéficié plus que la moyenne de l'inhibiteur de PCSK9. Donc, on voit ici que chez les patients avec LPA qui est normal, il y a quand même une diminution du risque avec l'utilisation de l'évolocumab, mais chez un patient avec LPA élevé, on va magnifier ce bénéfice. Donc, on voit vraiment que la réduction absolue est de 2,5 chez ces patients et seulement 1 chez les autres patients. Donc, il faut vraiment cibler ces patients-là pour les traiter avec des inhibiteurs de PCSK9 en prévention secondaire. La pharèse, comme je l'ai dit, pas très facile à avoir accès. En Allemagne, c'est couvert par le gouvernement pour des patients avec LPA et la plupart des données viennent de l'Allemagne. C'est des patients à haut risque où ils ont eu beaucoup d'événements récurrents. Et on voit vraiment qu'avec la pharèse, on va chercher vraiment une diminution importante d'événements. Donc, ça, c'est vraiment des études randomisées, mais sur le même patient, donc avant et après. Ce n'est pas vraiment aussi rigoureux qu'une étude vraiment randomisée, mais c'est sur le même patient, on voit qu'on peut chercher des grosses diminutions de risque. Important à voir qu'avec la pharèse, ce n'est pas juste les LPA qu'on va éliminer, on va diminuer toutes les protéines et donc, ce n'est pas juste l'effet des LPA qu'on voit ici. Les nouvelles molécules qui sont vraiment en cours, la première, c'est le pelacarsen. C'est une thérapie anti-SARS ARN contre LPA. Ce qui est vraiment magnifique de ces traitements-là, c'est que c'est une injection une fois par mois qui va aller diminuer les LPA d'à peu près 80 Donc, on va vraiment normaliser la plus grande majorité des patients à un niveau qui est vraiment raisonnable avec un problème génétique. Et l'autre traitement, c'est l'olpasiran. Ça, c'est un SIARN un peu différent, l'action. Et encore une fois, on va chercher 90 à 100 de diminution, de vraiment normaliser un traitement. Et l'olpasiran se donne à tous les 3 mois. Donc, juste pour finir, l'LPA, c'est la dyslipidémie génétique la plus courante. On va avoir un risque accru de toutes les différentes maladies cardiovasculaires.
La grande majorité des patients n'ont jamais été dépistés et maintenant, on voit vraiment une augmentation de dépistage depuis 2021 au Canada. C'est une source fréquente de risque résiduel après un événement cardiovasculaire à cause du fait que la plupart de nos médicaments n'influencent pas la LPA. Il faut dépister tous les patients et leurs familles. Le dépistage universel maintenant est recommandé. Et le chiffre à se souvenir, c'est 50 mg par décilitre ou 100 nanomoles par litre. Il faut être vraiment agressif pour contrôler tous les facteurs de risque chez ces patients-là.